Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver. Eh bien, aujourd'hui, ce soir, il est question de colonne vertébrale. On va parler de raideur à la colonne vertébrale, de douleur aussi, et surtout, ce qu'on peut faire pour prendre soin de soi, pour prendre soin de sa santé. Et souvenez-vous, vous le savez, que les conseils que je vous donne aujourd'hui ne remplacent jamais ceux d'un professionnel de la santé, encore moins un examen ou une évaluation. Vous devez aussi adapter les conseils, les exercices à votre propre condition, et certains exercices aussi pourraient ne pas convenir. Vous allez trouver beaucoup des exercices et des conseils que je vous donne aujourd'hui en lien avec notamment la colonne vertébrale dans mon livre 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou, et aussi dans mes livres Lève-toi et marche et Va prendre l'air. Vous allez les trouver facilement en librairie ici au Québec, au Canada, et vous allez aussi pouvoir trouver mes livres de l'autre côté de l'Atlantique dans les grandes surfaces et aussi à la librairie du Québec à Paris. Parlons de spondylarthrite ankylosante. C'est une forme d'arthrite qui est quand même assez fréquente. On n'en parle pas suffisamment à mon sens, et c'est important d'en parler, et les conseils que je vais vous donner liés à la spondylarthrite ankylosante, je pense que ces conseils-là peuvent aussi aider vraiment beaucoup de personnes qui ne sont peut-être pas atteintes de spondylarthrite ankylosante, mais qui ont des raideurs liées à d'autres formes d'arthrite, même l'arthrose au niveau du dos, au niveau du cou. Alors, c'est quoi la spondylarthrite ankylosante? D'abord, on va maintenant beaucoup plus parler de spondylarthrite axiale qui touche la colonne vertébrale, qui touche le cou, qui touche aussi le bassin. Donc, on va parler beaucoup de spondylarthrite axiale. Je vais utiliser les termes spondylarthrite ankylosante. Il n'y a pas une question qui m'a été posée sur ma chaîne, et il y en a vraiment des milliers et des milliers de questions. Il n'y a personne qui m'a parlé de la spondylarthrite axiale. Tout le monde utilise encore le terme spondylarthrite ankylosante. Alors, je vais parler de spondylarthrite ankylosante. Ça sera peut-être plus simple qu'on se comprenne tous, mais éventuellement, on n'utilisera plus ce terme-là. Alors, c'est une forme d'arthrite inflammatoire qui déclenche qui déclenche de l'inflammation, pardon, et qui touche la colonne vertébrale et les articulations sacro-iliaques, les articulations du bassin. Et on a aussi une forme périphérique, donc une arthrite qui provoque de la raideur, mais aux articulations périphériques, pas au niveau de la colonne vertébrale. Ce n'est pas le sujet que j'aborde en ce moment. On parle vraiment de cette arthrite qui touche principalement la colonne vertébrale et le bassin. Il y a plusieurs formes aussi de spondylarthrite. Il y a axiale ou ankylosante, mais il y a aussi une spondylarthrite juvénile. Alors, si vous êtes atteint ou atteinte d'une spondylarthrite, le sujet d'aujourd'hui, c'est spondylarthrite axiale ou ankylosante, mais il y a vraiment des similitudes avec d'autres formes de spondylarthrite. Et si vous avez une raideur au dos, une raideur au cou, qu'elle soit associée au processus de vieillissement ou à un phénomène arthritique, les conseils que je vais vous donner, les exercices qu'on fera ensemble, ça vous aidera fort probablement à prendre soin de votre dos, de votre cou, de votre bassin, et à regagner une certaine mobilité, je l'espère. Alors, lorsqu'on parle d'inflammation, je vais vous montrer l'illustration un peu plus gros, donc de spondylarthrite ankylosante ou spondylarthrite axiale. On voit sur l'illustration du centre les disques intervertébraux qui sont en bleu. Et on voit cette petite, il y a la flèche rouge, mais moi je vous parle de la petite ligne floue un peu, cette ligne rouge qui illustre de l'inflammation. Alors graduellement, il y aura de l'inflammation liée à cette arthrite qui est parfois génétique. On ne comprend pas bien toutes les causes de cette maladie-là. Je vais en parler dans quelques instants, mais bon, disons pour l'instant qu'il y a de l'inflammation qui se forme. Et avec le temps, ce qui se passe, pour le simplifier, il y a une formation osseuse donc il y a de l'os qui s'ajoute. On le voit bien sur l'illustration de droite. Et il y aura des vertèbres qui vont se souder entre elles. Donc, cette formation pathologique excédentaire fera en sorte de diminuer, on le devine, la mobilité de la colonne vertébrale. Alors,
c'est une forme très particulière d'arthrite et ce n'est pas exceptionnel. Je vous noirai pas de chiffres là, sur la prévalence, tout ça, mais c'est une forme d'arthrite qu'on rencontre fréquemment. Il est assez rare de rencontrer des physiothérapeutes ici au Québec ou des kinésithérapeutes qui ne voient pas, qui n'ont jamais vu de spondylarthrite ankylosante. C'est une des formes d'arthrite qui est assez fréquente. Et cette forme d'arthrite peut aussi toucher les ligaments du dos. Il y en a vraiment plusieurs. Ceux que je vous montre en ce moment, ça fait partie de ces ligaments. Il y en a d'autres. Et donc, ces ligaments peuvent aussi eux-mêmes être touchés par cette inflammation-là. Il y a des termes très spécifiques lorsqu'on diagnostique la spondylarthrite ankylosante ou la spondylarthrite axiale, et donc même les ligaments peuvent être touchés. Alors, on a l'os des vertèbres, on a aussi les ligaments, et ce que ça fait finalement, ce que ça peut faire, bien, parfois, puisqu'on a une perte parfois significative de mobilité, bien, on aura une posture un peu plus en flexion. Parfois, ça deviendra impossible de récupérer la mobilité complète. Et là, je vous pose une question à tous et à toutes, que vous soyez atteintes ou non de spondylarthrite ankylosante. Si j'ai une raideur, si j'ai des vertèbres qui se soudent, regardez à droite les vertèbres lombaires dans cette illustration-là, les vertèbres sont soudées. Alors, qu'est-ce qui se passera avec ma colonne si, disons, les 3 vertèbres lombaires n'arrivent plus à bouger? Qu'est-ce qui se passera? Ce sera quoi les conséquences? Et cette question s'applique peut-être à vous si vous avez une raideur, peut-être pas des vertèbres qui sont soudées, mais une raideur dans la région lombaire ou une autre région. Qu'est-ce qui se passe avec notre corps? Est-ce qu'on arrive à fonctionner? On voit sur l'illustration la posture de cette femme qui devient, qui se penche de plus en plus. Donc, on a une attitude en flexion due à la raideur. Donc, oui, ça change la posture, mais ce que ça peut faire aussi, ça peut faire en sorte que d'autres articulations soient surutilisées. Si je n'arrive plus à bouger mes 3 dernières vertèbres lombaires parce que c'est soudé, il n'y a rien à faire, bien, peut-être que je bougerai plus le bassin, peut-être que je bougerai plus le haut du dos, le cou, la hanche, d'autres régions du corps. Alors oui, comme Joël l'a dit, il y aura une perte de mobilité locale, en l'occurrence au niveau des 3 dernières vertèbres, mais il y aura aussi une surutilisation probablement d'autres régions du corps. Et on parle souvent lorsqu'on regarde la radiographie, et ce n'est pas systématique pour toutes les personnes atteintes, mais on parle de colonne vertébrale en bambou. Hein. C'est comme si la formation osseuse entre les vertèbres s'ajoutait par-dessus les vertèbres et ça donne un peu une image, ça illustre un peu, lorsqu'on regarde du bambou, ça ressemble un peu à ce qu'on voit, disons, sur la radiographie. Alors, on va parfois parler de ce type de formation. Les facteurs de risque de la spondylarthrite ankylosante ou de la spondylarthrite axiale, et c'est vraiment ce qui est sous l'eau, ce qu'on ne voit pas, parfois même on ne peut pas dépister nous-mêmes. Par exemple, il y a probablement beaucoup de facteurs génétiques. J'ai ajouté le mot probablement parce qu'on ne comprend pas tout, on ne connaît pas tout. Il y a plusieurs gènes qui ont été identifiés, mais on sait aussi qu'il y a des personnes qui n'ont pas tel gène et qui ont la maladie, et à l'inverse, des personnes qui ont tel gène, X gène, et qui n'ont pas la maladie. Mais il y a une composante génétique assurément. C'est vrai pour plusieurs formes d'arthrite. C'est une forme d'arthrite, et ça, c'est important à se souvenir de façon générale. Pour vous, pour un proche, cette forme d'arthrite peut se manifester à l'adolescence, au début de l'âge adulte, et j'ai combien de patients qui n'ont pas réalisé que ça pouvait être une forme d'arthrite parce qu'ils l'ignoraient et ils n'ont donc pas consulté. 2 à 3 fois plus fréquente cette forme d'arthrite chez les hommes. Alors, c'est une autre caractéristique. Les symptômes, un peu les mêmes symptômes qu'une autre forme d'arthrite. On a de la douleur, on a de la raideur, on a une perte de mobilité, mais la particularité, c'est qu'elle se trouve, cette perte de mobilité, au niveau de la colonne vertébrale, et parfois les os se soudent. Alors, dans ces cas-là bien précis, ça, c'est irrécupérable, mais d'où l'importance de faire une bonne rééducation pour s'assurer que toutes les autres régions du corps, tous les autres niveaux de la colonne vertébrale puissent bouger de façon maximale. On aura aussi une perturbation des activités de la vie quotidienne, des autres activités sportives, des loisirs évidemment. Alors, c'est important d'en prendre conscience et de consulter. Je vais le dire souvent, mais c'est vraiment
hyper important. Consulter, c'est pas juste d'avoir le diagnostic, c'est pas seulement d'avoir une confirmation du diagnostic, mais c'est d'avoir un plan de traitement. Et moi, je ne suis pas un pro-médicament et je ne vends pas je vends pas de médicaments premièrement, mais dans certains contextes, on en prend trop de médicaments et dans certains autres contextes, on n'en prend pas assez. Et dans les cas d'arthrite, ça arrive souvent que les personnes me disent « Non, non, moi, je veux faire des exercices, je ne veux pas prendre de médicaments. » Parfois, j'ai des patients qui ne le disent pas à leur médecin. Moi, je vous encourage vraiment à suivre les conseils de votre médecin dans un contexte d'arthrite. Les médicaments sont souvent essentiels et pour pratiquer depuis déjà plusieurs décennies, il y a des cas d'arthrite qu'on voyait il y a 20, presque 30 ans avec des déformations, avec des séquelles permanentes et les médicaments ont en quelque sorte tout changé l'évolution de la maladie parce qu'ils parviennent à mieux contrôler la maladie de façon générale. Et dans un contexte de spondylarthrite ankylosante ou spondylarthrite axiale, les médicaments sont essentiels. Consultez le plus tôt possible, comme je le disais. Lorsque vous avez un doute, vous allez trouver aussi sur ma chaîne YouTube plein de tests, de dépistage, disons, pour vous aider à mieux comprendre les signes, les symptômes que vous avez. Souvenez-vous que l'alimentation, c'est quelque chose aussi de fondamental et il y a plusieurs types de spondylarthrite ankylosante. Alors parfois, l'alimentation joue un facteur déterminant. Je n'entrerai pas plus dans le détail, vous le savez, je suis physiothérapeute, kinésithérapeute de l'autre côté de l'Atlantique, je ne suis pas nutritionniste, mais auprès de mes patients, on tient compte de l'alimentation et on s'assure qu'il y ait une nutritionniste ou un nutritionniste dans l'équipe. L'activité physique, ça aussi, c'est important. Oui, c'est de l'arthrite, comme d'autres formes d'arthrite. Parfois, on se sent un peu démuni face à ces maladies souvent auto-immunes, inflammatoires, mais l'activité physique, de marcher, de bouger régulièrement, de pratiquer des sports aussi sans détériorer sa condition en suivant les indications et les contre-indications données notamment par votre médecin, c'est important. Et la rééducation, physiothérapie ici au Québec, kinésithérapie de l'autre côté de l'Atlantique, ça aussi c'est important. On se dit, ben, mes vertèbres sont soudées, ça ne donne pas grand-chose. Non, c'est plutôt l'inverse. On doit maximiser tout le reste du corps, ces vertèbres qui ne sont pas soudées. Et ça donne de bons résultats. Et d'avoir de l'arthrite, c'est une chose, mais que l'arthrite nous empêche de faire ce qu'on aime faire, ça c'est beaucoup moins intéressant. Et la rééducation permet souvent de pouvoir peut-être maximiser nos capacités physiques et de faire ce qu'on aime faire. Alors, il y a des exercices qu'on peut faire. Je vais vous en montrer quelques-uns. Et je vais aussi vous préparer des programmes d'exercices à faire en temps réel. Vous allez les trouver bientôt sur ma chaîne YouTube, mais je voulais vous montrer quand même quelques exercices aujourd'hui. Alors, un mouvement, mais vraiment très simple. C'est vraiment archi simple, mais parfois les choses les plus simples, ça vaut la peine de les faire au moins une fois. On va faire des mouvements de rotation, on les a déjà fait ensemble pour les habituer, mais si vous faites un mouvement de rotation vers la droite, par exemple, vous tournez au maximum. Je ne vais pas vraiment le faire complètement, moi, parce que je veux continuer à vous parler et que vous m'entendiez bien, mais vous tournez vraiment au maximum et utilisez vos yeux pour voir, justement, pour observer jusqu'où votre regard peut aller et vous tournez de l'autre côté en rotation. Et moi, je vous invite à le faire lentement, quelques fois. Alors, c'est un bon exercice lorsqu'on a une spondylarthrite ankylosante ou spondylarthrite axiale, mais pour tout le monde aussi. Alors, vous tournez et je vous invite à continuer à le faire. Et pendant ce temps-là, moi, je vous pose la question, quelle partie du corps tourne pendant que vous faites ça? Et dites-vous qu'il y a le cou, qu'il y a la cage thoracique, les épaules, et la partie inférieure du dos, la partie du bas de la cage thoracique et la partie lombaire. Et continuez à faire l'exercice en insistant en quelque sorte, sans déclencher de douleur, sans générer de tension, pour vous assurer que tout le mouvement se fait en utilisant un maximum de vertèbres, en allant le plus loin possible sans déclencher de tension. Et vous le faites aussi de l'autre côté, évidemment, et vous comparez s'il y a une différence entre le côté gauche et le côté droit. Il y a toujours une différence, il y a vraiment très souvent une différence entre le côté gauche et le côté droit, mais parfois cette différence, elle est vraiment marquée. Alors, c'est intéressant de le noter. Même chose pour l'inclinaison. Alors, vous pouvez faire un mouvement d'inclinaison de façon très générale. Même chose, on va le plus loin possible, ce que moi, je n'ai pas fait durant l'exercice. Comme je vous dis, je veux que vous m'entendiez bien. Et vous le faites de l'autre côté, le plus loin possible. Même question, qu'est-ce qui a bougé durant votre exercice? Le haut,
du dos, le cou, est-ce que le bas du dos a bougé aussi, que vous ayez de l'arthrite ou non, même ce sont des mouvements qui sont intéressants de se réapproprier ces mouvements-là. Moi, je vous encourage à faire ces exercices. Ça peut être dans une routine. Vous le faites une dizaine de fois à droite, une dizaine de fois à gauche, en respirant librement pour l'inclinaison. C'est vrai aussi pour la rotation qu'on a faite juste avant. Il y a Brigitte qui pose la question, le bassin ne doit pas bouger. Alors ça, c'est archi intéressant et presque essentiel comme question et comme observation que vous devez faire lorsque vous faites des exercices pour mobiliser la colonne vertébrale. Si c'est le bassin qui bouge davantage lorsque vous inclinez, par exemple, si vous le faites debout plutôt qu'en position assise, votre bassin n'est pas stabilisé parce que le poids de votre corps n'est pas sur le bassin. Alors, non, le bassin ne doit pas bouger si l'exercice, c'est de bouger la colonne vertébrale. Toujours une question de Brigitte, les épaules bougent le plus, ou je reformule, est-ce que les épaules doivent bouger? Ben oui, si je fais une inclinaison, les épaules bougent. Mais si je fais une inclinaison et ça fait ça comme ça, ben non, c'est pas ça qu'on souhaite. Les épaules doivent rester immobiles et le mouvement des épaules doit être induit par le mouvement de la colonne vertébrale. Un autre exercice que je vais vous montrer, et celui-là, je l'ai préenregistré, un mouvement de rotation. Je vais vous le montrer comme ça, un mouvement de rotation. Les genoux un peu pliés, c'est plus facile de faire le mouvement, les bras tendus, et vous faites un mouvement de rotation vers la droite et vers la gauche, et vos yeux, votre tête, suivent votre poing. Et vous voyez que mon bassin bouge très peu. En ayant les genoux un peu pliés, c'est facilitant. Alors, c'est un autre exercice de rotation. Et lorsque vous allez faire cet exercice-là, et je vous invite à le faire, mais évidemment, encore une fois, ça ne doit pas reproduire de douleur, il y a un mouvement, c'est-à-dire en faisant ce mouvement-là, il y a une mise en tension bénéfique aussi de la cage thoracique. Vous allez sentir que ce n'est pas du tout la même chose que de faire les mouvements de rotation qu'on a fait avant. Donc, si vous avez une spondylarthrite ankylosante ou une raideur au dos jusqu'à un certain point, c'est important de faire des exercices, notamment de rotation, mais en diversifiant la position des bras, même paramètre. Vous faites une dizaine de fois chaque côté et vous prenez une pause. Vous pouvez aussi alterner avec différents exercices de rotation et vous faites 2 ou 3 séries et vous adaptez les paramètres, évidemment, à votre condition physique. Un autre exercice que vous pouvez faire, toujours dans un contexte de raideur au niveau de la colonne vertébrale, vous allez faire une inclinaison du cou, je vous invite à le faire, et vous allez lever l'épaule opposée pour ensuite la descendre. Et vous faites la même chose de l'autre côté, on inverse tout ça, on incline d'un côté, on lève l'épaule et on la redescend. Et le fait de lever l'épaule puis la redescendre, parfois, ça nous fait prendre conscience que l'épaule, elle était levée. Et en le faisant comme ça, le corps répond parfois plus facilement pour relâcher l'articulation. Et il y a une remarque intéressante de Siam qui écrit ici un sujet très intéressant, mais compliqué. Et vous avez un peu raison, parce que Siam, lorsqu'on fait l'exercice que vous voyez en ce moment, évidemment, c'est un exercice qui est plus compliqué que seulement de faire une inclinaison. Et lorsqu'on a des raideurs, ce qui est vraiment compliqué ou ratoureux, c'est notre corps. Et on doit le déjouer en quelque sorte pour pouvoir aller mobiliser ce qu'on souhaite mobiliser. Et il y a un niveau de difficulté qui est un peu plus élevé que des mouvements simples lorsqu'on n'a pas, par exemple, une spondylarthrite ankylosante ou axiale. Alors, c'est normal. Il faut se donner le temps d'apprendre ces mouvements-là. Et c'est pour ça que sur ma chaîne, je vais parfois répéter certains éléments qui peuvent sembler simples pour certaines personnes et beaucoup plus compliqués pour d'autres. Et la plupart de mes patients qui trouvent ça compliqué, et là je parle de mon expérience auprès de mes patients, me disent « Mon Dieu, je ne dois pas être intelligent, j'ai de la misère à faire ça, je trouve ça compliqué. » Et la vraie réponse à ça, c'est pas parce que le problème, c'est pas une question de compréhension, c'est une question de raideur. Et lorsqu'on a une raideur, notre cerveau trouve ça souvent difficile à faire, à comprendre, à exécuter, mais c'est souvent parce que c'est raide, point. C'est pas parce qu'on n'a pas compris. Alors, on doit se donner le temps d'apprendre ces mouvements-là, de les intégrer. Et parfois, c'est toujours plus complexe. Et pour déjouer la raideur, on doit être plus ratoureux, comme je le disais, que notre corps. Un autre exercice aussi de rotation, cette fois-ci couché sur le dos, je vous le répète souvent, de
changer de type d'exercice, de les faire dans plusieurs positions. C'est intéressant pour pouvoir, encore une fois, déjouer cette raideur. Alors, vous voyez l'exercice, couché sur le côté. Vous placez un rouleau, un coussin, un oreiller, peu importe, pour surélever la tête, pour ne pas être un peu coincé au niveau de l'épaule, et vous faites le mouvement de rotation. C'est un peu ce qu'on a fait tout à l'heure debout, mais on le fait coucher seulement d'un côté. Et faites-le, vous allez voir que ça travaille quand même au niveau de la souplesse. Alors, si vous avez une spondylarthrite axiale ou une spondylarthrite ankylosante, il est possible que ce soit difficile. Vous allez adapter les exercices qui ne doivent pas reproduire la douleur. Vous pourrez surélever, par exemple, la tête un peu plus. Encore une fois, il y a plusieurs façons d'adapter les exercices. Vous pouvez aussi changer la vitesse du mouvement, ralentir, accélérer aussi. Et c'est un autre exercice que moi, je trouve vraiment fort intéressant pour pouvoir retrouver cette mobilité dans un contexte de spondylarthrite, mais dans un contexte aussi de raideur causée, par exemple, par des processus de vieillissement. Et vous les faites régulièrement. Vous pouvez l'intégrer à un programme d'exercice et vous les changez aussi. Vous ne faites pas les mêmes exercices pendant 3 ans. C'est vraiment plus intéressant de les modifier régulièrement. Alors, je vais vous préparer d'autres vidéos sur la spondylarthrite axiale ou ankylosante et sur d'autres types de spondylarthrite. Et je vais vous présenter aussi des programmes d'exercices à faire en temps réel, en même temps que moi. C'est parfois, vous m'écrivez souvent pour m'indiquer que c'est quelque chose que vous aimez bien. Alors, prenez soin de votre dos et ses raideurs, ses douleurs. Bien, il y a toujours quelque chose à faire et notamment de faire certains exercices et de consulter des professionnels de la santé. Alors, je vous remercie de votre attention. C'était bien agréable d'aborder ce sujet-là avec vous et j'espère que les conseils ont été utiles. Je veux d'abord vous remercier de vos nombreuses contributions. Je vous en parle souvent, mais c'est important pour moi de vous remercier et aussi de vous demander votre aide pour que ces plateformes que je vous offre gratuitement puissent continuer. Alors, si vous voulez faire une contribution, dites-vous qu'elles sont essentielles à ce que je puisse poursuivre toutes ces offres que je vais vous présenter dans quelques secondes pour ceux qui ne le connaissent pas, qui ne les connaissent pas. Vous pouvez cliquer sur le petit cœur sur YouTube et faire une contribution. Vous pouvez aussi aller sur mon site web. Vous allez voir contribuer. Il y a plusieurs façons de contribuer financièrement, mais d'autres façons aussi. Alors, je vous remercie de le faire et considérez ces remerciements comme personnels si vous avez déjà fait une contribution. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres. Vous pouvez les trouver partout au Canada, en librairie et sur le web. Il y en a plusieurs. Lève-toi et marche, va prendre l'air. Et vous pouvez aussi les trouver de l'autre côté de l'Atlantique, notamment à la librairie du Québec à Paris. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Et sur mon site web, vous pouvez vous abonner gratuitement à l'infolettre, le www.denisfortier.ca. Vous cliquez sur Nouveautés et vous choisissez l'infolettre qui vous plaît, le thème qui vous plaît. Il y a aussi une infolettre hebdomadaire. Chaque semaine, vous allez avoir de mes nouvelles. Alors, merci de votre attention, de vos questions que vous me posez. Souvenez-vous que je les note toutes, bien que je ne puisse pas répondre à toutes vos questions, mais ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et si vous étiez présent durant le direct, bien, ça me fait plaisir d'échanger avec vous, comme on le fait chaque semaine, en général, les jeudis. Et en vous abonnant à mon infolettre, vous aurez les informations, vous serez avisé des prochains directs. Je vous remercie. Alors, à une prochaine vidéo, à un prochain direct. À bientôt.